Un grand plaisir de vous accueillir ici au Sénat pour ce colloque d'importance, Cultiver l'avenir, la filière herboristerie française. C'est un colloque, je veux dire, qui était à la fois attendu, qui est le fruit d'un long travail. Et je remercie très rapidement tous ceux qui ont participé à l'élaboration de ce colloque, notamment aussi aux équipes, et à mon équipe et aux équipes des parlementaires, parce que c'est vrai que, mine de rien, d'arriver à ce moment très concret et de pouvoir vous accueillir ici, derrière, il y a du travail, il y a du temps passé. Donc, je tenais évidemment à toutes et tous les remercier. Mais je ne vais pas perdre plus de temps, parce que c'est vrai qu'on a trois tables rondes, beaucoup d'interventions sur toute la journée, une journée riche. Et je laisse tout de suite la parole à Joëlle Labbé et ensuite à Marie-Pierre Monnier, sénatrice de la Drôme. Je ne vous présente pas Joëlle, puisque c'est grâce à lui si on est ici et si ce colloque a lieu, et je pense qu'on peut l'applaudir. Et donc Joëlle, qui a été le rapporteur de la mission d'information sénatoriale sur l'herboristerie, qui est un document particulièrement important, en fait, qui a tracé la ligne. Il y a encore des choses à avancer. Ça, c'est évidemment le sujet de ce colloque. Mais je laisse tout de suite la parole à Joëlle. Et Joëlle, ça me fait plaisir en tout cas de te revoir dans ces lieux. Merci. Merci Guillaume. Déjà, le plaisir est très, très partagé. Et quand je reviens ici, ça fait 3 ans déjà, je prends un coup de jeune quand je vois un certain nombre de têtes sympathiques que je n'ai pas vues depuis longtemps. Donc vraiment très, très heureux d'être là. Je voudrais remercier Guillaume et Marie-Pierre de m'avoir invité à revenir au Sénat et pour introduire ce colloque qui est un colloque d'importance. Vous m'avez proposé de retracer l'histoire de cette fabuleuse aventure collective qu'a été la mission d'information intitulée « Les plantes médicinales et l'herboristerie à la croisée de savoirs ancestraux et d'enjeux d'avenir ». Et c'est avec plaisir que je vais vous en dire quelques mots. Cette histoire a commencé lorsqu'un certain Thierry Thévenin avait demandé à me rencontrer en tant que porte-parole du syndicat des simples. J'ai découvert à cette occasion un sacré mec, passionné, déterminé, combattant en mode résistant. Thierry m'avait exposé les grandes difficultés vécues par le monde de l'herboristerie du fait de la non-reconnaissance de leur métier. Interdit depuis 1941, les plaçant en risque permanent pour exercice illégal de la pharmacie. Cela alors que les herboristeries fleurissent partout en France du fait des attentes de la population en santé naturelle et du nombre croissant de candidats, notamment de jeunes à l'installation, formés par l'une des 5 écoles d'herboristerie. Thierry, qui est doté d'une redoutable force de persuasion et qui ne lâche jamais rien, m'avait rapidement convaincu de prendre les choses à bras-le-corps pour faire évoluer la situation du point de vue juridique. Je le cite, « Comme tu avais réussi à le faire en faisant adopter la loi Labbé interdisant l'usage des pesticides sur les espaces publics et dans les jardins. » J'étais donc engagé rapidement, mais cet engagement n'était pas une mince affaire. Toutes les tentatives de reconnaissance avaient échoué depuis l'interdiction de 1941 face à une redoutable opposition, notamment de l'ordre des pharmaciens et aussi de l'industrie pharmaceutique. La dernière initiative parlementaire était une proposition de loi de Jean-Luc Fichet, sénateur du Finistère, mais faute de consensus entre les acteurs, elle n'avait pas été déposée. Puisque nous étions engagés, il a fallu construire une stratégie. Une proposition de loi visant à la simple reconnaissance du métier d'herboriste n'avait aucune chance de trouver une majorité. Aussi, j'avais proposé à Thierry et les nombreux acteurs réunis autour de lui d'adopter le même processus que celui qui avait permis à la loi Labbé d'être adoptée. Celle-ci faisait suite à une mission d'information sur l'impact des pesticides sur la santé et l'environnement. Cette stratégie était donc de passer par une mission d'information sur les plantes médicinales et l'herboristerie.
Le problème était que les élections sénatoriales approchaient et il était trop tard pour lancer une mission d'information avant les élections. J'avais pris la décision de solliciter un nouveau mandat, mais encore fallait-il que je sois réélu. Le pacte que j'avais convenu avec Thierry et sa bande était que si j'étais réélu, ma première priorité de ce nouveau mandat était d'œuvrer pour obtenir la mise en place d'une mission d'information. Aux élections sénatoriales de 2017, j'avais été réélu pour un nouveau mandat et de ce fait honorer mes engagements au sujet notamment des plantes médicinales. Une mission d'information proposée par un parlementaire doit être déposée par son groupe politique. En début de mandat, il y a beaucoup de concurrence pour les missions d'information. Et il y avait aussi un premier écueil majeur, faute d'avoir suffisamment d'élus écologistes, il n'y avait plus de groupe écologiste, puisqu'il en fallait 10 et nous n'étions plus que 5. Aussi, avec mon collègue Ronan Dantec, on s'est retrouvé rattaché au groupe des radicaux, le RDSE, un groupe qui présentait l'avantage de laisser la liberté de vote à ses membres, et ça nous convenait tout à fait bien. Lors de l'installation du groupe se posait ensuite la question de la désignation des vice-présidents. Là encore, il y avait de la concurrence, comme à chaque fois. Moi, je fais tout de suite savoir que je ne serai pas candidat à une condition, que je sois prioritaire pour la première mission d'information, celle-ci étant sur les plantes médicinales et l'herboristerie. L'accord était conclu et on pouvait enfin s'inscrire dans le calendrier. Les travaux de la mission, composée de 27 membres, représentant toutes les sensibilités politiques, ont commencé en avril 2018 pour 36 auditions, des tables rondes, des visioconférences, des déplacements sur le terrain qui ont permis d'entendre une centaine d'acteurs. Ayant proposé la mission, j'en ai été le rapporteur. La présidente proposée par la majorité parlementaire était Corinne Imbert, sénatrice de Charente-Maritime et pharmacienne de profession. Suite à 2 mois de travail intense, le rapport de mission a été rédigé, nourri de 39 propositions visant à accompagner l'essor d'une filière porteuse. Ces propositions ont été soumises au vote des membres de la mission après débat. Dans cette mission, donc 27 élus, sénatrices et sénateurs, et un certain nombre de vraiment très motivés, dont faisait partie Marie-Pierre et Guillaume. Et il y avait derrière une véritable volonté de travailler ensemble et d'une manière pluripolitique, parce qu'il y avait aussi des élus, notamment ruraux, qui étaient de la majorité parlementaire, sénatoriale, et qui étaient très intéressés parce que sur leur territoire, ils avaient des pratiquants de l'herboristerie et qui demandaient, parce que je crois que ça avait été le mot d'ordre, qui avaient décidé d'aller voir leurs parlementaires pour leur soumettre la question. Et ça avait joué son rôle. Et d'une manière sincère, beaucoup de parlementaires territoires ruraux se sont engagés et ont continué le travail dans un très bon esprit. Et tout ça nous aidait bien, plutôt que d'être dans la dualité politique gauche-droite. Sur les 38 premières propositions, donc il y en avait 39, sur les 39, 38 avaient fait consensus. Après débat, mais il n'y avait pas de blocage, donc ça passait. Donc 38 propositions intéressantes. Mais la 39e, visant à la reconnaissance du métier d'herboriste, avait généré de vifs débats, au risque même de ne pas trouver de majorité pour adopter ce rapport, ce qui aurait mis à mal l'ensemble du travail. 2 heures de débat avaient été nécessaires pour essayer de trouver une solution de sortie. Et nous, on ne voulait pas qu'il y ait de blocage, il fallait absolument que le rapport soit voté. Il faut dire qu'en début de séance, le sénateur Alain Milon, médecin, président de la commission des affaires sociales, avait fait une brève apparition pour déclarer avec autorité auprès de ses élus qu'il était hors de question que le métier d'herboriste figure dans le rapport. En recommandation. Il avait repris les mêmes termes qu'avaient employés les ordres des médecins et des pharmaciens lors de leur audition au Sénat pour dire leur ferme opposition à l'herboristerie. Alors il avait fallu là encore user de stratégie jusqu'au bout pour trouver une nouvelle formulation de la proposition afin que celle-ci soit votée. Alors, formulation édulcorée, poursuivre la concertation avec l'ensemble des acteurs concernés pour envisager les conditions d'une reconnaissance éventuelle du métier d'herboriste, les contours des formations adaptées et les évolutions législatives correspondantes. Pour eux, ça n'engageait pas trop et donc ils ont laissé passer.
Et dans ce but, j'ai proposé, pour continuer le travail, j'ai proposé la mise en place d'un groupe de travail ouvert aux différentes sensibilités pour continuer le travail comme on l'avait fait. Et la plupart des sénatrices et sénateurs étaient OK. Mais l'administration du Sénat m'a fait savoir qu'un groupe de travail doit être proposé par une commission, laquelle commission devait être la commission des affaires sociales et de la santé. Et au vu de la position du président, ça ne risquait pas d'arriver. Et donc, on a proposé la mise en place d'un groupe de travail informel, mais une note de l'administration m'avait fait savoir que les groupes de travail informel n'étaient pas reconnus et ils ne pouvaient avoir aucune aide, aucun moyen du Sénat. Ça, c'est le côté encadrement très fort. Mine de rien, comme nous aussi on est un peu résistants, eh bien on l'avait fait quand même et on demandait des salles, on pouvait quand même pas nous les refuser parce qu'on était sénatrices et sénateurs. Alors les principales propositions pour mémoire: inscrire les connaissances et les savoir-faire au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, développer des formations agricoles spécialisées, promouvoir un label Plantes de France visant l'objectif de 50% de terres cultivées en bio à l'horizon 2025. Je crois qu'on est loin du compte, mais on pourra en parler dans la journée. Accompagner les initiatives des acteurs en faveur d'une cueillette durable, faciliter l'activité de la transformation artisanale et la vente directe des petits producteurs, réexaminer la liste des 148 plantes, lever les obstacles réglementaires pesant sur le développement d'une filière de production de chanvre à usage thérapeutique, mieux former les professionnels de santé et renforcer la recherche pour favoriser le recours complémentaire aux plantes en santé animale et humaine. Et puis, poursuivre la concertation pour envisager les conditions d'une reconnaissance des métiers. Je vais conclure en disant quelques aspects positifs, que quelques-uns, mais qui ont leur importance. D'abord, la question de l'herboristerie et des plantes médicinales a été mise en lumière au grand jour, et les grands médias s'y sont intéressés, et avec un regard plutôt favorable. Tous les acteurs des différentes filières concernées ont pu se rencontrer et se mettre à travailler ensemble, ce qui était aussi une bonne chose. Et les écoles qui avaient très peu de contact entre elles se sont mises à travailler ensemble et en se regroupant en fédération. Pour ce qui est des élus, les élus de toute sensibilité ont été nombreux à être vivement intéressés et se sont mis également à travailler ensemble dans cet objectif. J'en termine. En vous parlant de quelques auditions remarquables, je voudrais vous rappeler quand même l'audition, celle-là était édifiante, des ordres des médecins et des pharmaciens, en audition commune. Une opposition totalement fermée. On a le meilleur système de santé au monde, d'une part, et d'autre part, cette reconnaissance générerait une perte de chance pour les patients. Ce qui avait fait dire à Caroline Gagnon, alors Caroline Gagnon, présidente de la Guilde de l'herboristerie du Québec, avec laquelle on avait très très bien travaillé, et dans son audition en visio, elle avait entendu ce qu'il disait: perte de chance, ça veut dire quoi? Où sont les cadavres? Alors c'était sa phrase choc, mais où sont les cadavres? Caroline avait présenté la situation au Canada, d'ailleurs, où la médecine conventionnelle et l'herboristerie travaillaient en bonne intelligence. C'était un bel exemple. Alors, pour ce qui est de la suite, c'est Marie-Pierre qui va la présenter. En conclusion de la conclusion, je voudrais encore une fois citer Pierre Liotagui, qu'on avait auditionné par téléphone parce qu'il était fatigué, et qui disait ceci, beaucoup d'entre vous le connaissent, ces phrases: utiliser les plantes à bon escient, c'est aussi les connaître mieux et apprendre à les respecter. Nous avons besoin de la liberté du monde vivant et il a besoin de notre respect. Je vous remercie. Bonjour à toutes et tous. Alors d'abord, c'est un plaisir de le revoir au Sénat, de vous accueillir avec Guillaume Contard, mais de revoir aussi Joël Labbé, qui, vous l'avez compris, a été
un parlementaire très investi sur ce sujet-là, avec qui j'ai pris grand plaisir de travailler. Alors, tu l'as cité parce que moi, tout a commencé aussi à cause ou grâce à Thierry Thévenin. En fait, moi, j'habite dans le sud de la Drôme. Je suis sénatrice de la Drôme. J'habite à côté de Nyons. Et lui, il venait avec mon tonton parler, enfin plutôt enseigner ce qu'il savait sur les plantes au CFPPA de Nyons. Et un jour, dès que j'ai été élue, il est vite venu frapper à ma porte. Il m'a dit « Attention, attention, il va y avoir une mission. Et il est hors de question que toi, sénatrice de la Drôme et entre guillemets de Nyons, tu n'en fasses pas partie. » Et j'avais prévu, je dis toujours, un rendez-vous d'une demi-heure. Et ça a duré à peu près 2 heures où avec le directeur du CFPPA, ils m'ont expliqué pourquoi c'était important. Alors, comme je vous l'ai expliqué, mon oncle avait participé à la création avait participé à la formation des producteurs de plantes à parfum aromatiques et médicinales. Donc, ça faisait des années que j'en entendais parler à titre personnel. Donc, je suis sénatrice de la Drôme. Alors, d'habitude, je dis c'est le premier département producteur. Non, c'est un des premiers départements producteurs de plantes à parfum aromatiques et médicinales de France. Je salue d'ailleurs à son propos, parce qu'on ne va pas saluer quand même Marie Pochon, qui est la députée de la 3e circonscription de la Drôme, et une fille que j'apprécie beaucoup, qui fait un boulot incroyable. Donc nous avons en Drôme la chance aussi d'avoir beaucoup d'entreprises de distillation, de fabrication de cosmétiques alimentaires, de vente de plantes séchées, surgelées, d'extraits de végétaux, bref, l'ensemble de la filière y est représenté. Et donc, j'ai fait partie de cette mission. Alors, ça a été compliqué, parce qu'il y a 2 types de missions. Et là, dans cette mission, je vous l'ai bien expliqué, il y avait un nombre précis de parlementaires en fonction de la force de votre groupe politique. Donc, moi, il a fallu que je ferraille dans mon groupe politique pour expliquer que je devais être membre de la mission. J'ai assisté à toutes les auditions. Ça a été vraiment, et sans flagornerie, une mission passionnante, parce que vous êtes passionnant, parce que le sujet est passionnant. Et Joël a fait un travail d'orfèvre dans toutes les auditions qu'on a pu voir, les personnes qu'on a pu auditionner. Et on a beaucoup cité la Drôme, alors j'étais vachement fière, et beaucoup de gens de la Drôme sont montés, ce qui fait qu'après je lui ai dit, tu ferais pas un petit déplacement? Il m'a dit, si, on va faire un déplacement chez toi, qui avait eu lieu à Nyons et dans le Diois. Ça avait été aussi un très grand moment où on avait senti que la présidente avait bien pris la mesure et la nécessité. Malheureusement, quand elle est revenue sur Paris, hop, d'autres ont réussi à la convaincre que finalement, peut-être pas. Et il a insisté, il a raison. Ça, c'est aussi comment on s'est travaillé au Sénat. On arrive à travailler de façon transpartisane. Et dans les membres de la mission, et c'était bien aussi. Il y a eu toute une partie où on a été vraiment ensemble. Il vous a dit que finalement, on était arrivé à trouver 38 recommandations. Et puis, on était d'accord aussi sur le diagnostic, sur le constat, sur l'état des lieux. Par contre, là où ça a été très compliqué, il vous l'a expliqué, c'est quand il a fallu choisir les recommandations, qu'est-ce qu'on préconisait. Et il y en a 2 qui ne sont pas arrivées à passer. Ça a été un grand sujet de frustration pour lui, pour moi, pour celles et ceux qu'on avait auditionnés, parce que cette mission aussi, c'était le cœur de cette mission, d'arriver à recréer un statut, un diplôme d'herboriste. Et on voyait que ce n'était pas possible parce que nous n'étions pas majoritaires. Je vous conseille d'aller voir le rapport. Il est d'abord très intéressant, il fait toujours date. Mais aussi, j'ai, avec son accord, fait une contribution pour expliquer, parce que ça me dérangeait profondément, qu'on n'arrivait pas à s'entendre là-dessus. Et vous la lirez. Donc, il a dit, c'était le sujet, parce que le diplôme a été supprimé par Vichy quand même, sous le gouvernement de Vichy en 1941, ce certificat d'herboriste, et qu'on aurait bien aimé le recréer. Je crois qu'il ne faut pas lâcher, continuer, et c'est le sens aussi de ce colloque aujourd'hui, d'essayer de faire avancer les choses. Et une dernière chose par rapport au rapport, parce que moi je l'avais trouvé comme fondamental, il avait tenu à ce que toutes les auditions soient médiatisées. Il a fait venir la presse. Je crois qu'on n'en a fait qu'une à huis clos. Et ça, c'était aussi important pour communiquer et faire en sorte que tout le monde soit au courant de ce qui se passait et qu'est-ce qu'il y avait comme enjeu. Donc, c'était un rapport qui a quand même eu une forte appétence de nos concitoyens, parce qu'il faut savoir qu'il est toujours d'actualité et que nos concitoyens et nos concitoyennes aiment l'herboristerie et utilisent les plantes. Je vais citer quelques chiffres. 44% des Françaises et des Français déclarent avoir déjà eu recours à la naturopathie. C'est un sondage qui est paru dans Le Point en 2023. 22% consomment des compléments alimentaires, la majorité de ces derniers contenant au moins une plante. Et le marché des huiles essentielles est en forte dynamique, avec une croissance annuelle de 7 à 10%, lui permettant d'atteindre 300 millions d'euros en 2023. Après, je crois qu'il faut arrêter de faire l'autruche. Et ça a été aussi beaucoup de... Il l'a dit dans le débat qu'on a eu sur les recommandations.
on nous a beaucoup opposé les dérives, les dangers d'utilisation des plantes. Et nos arguments étaient très simples. Puisque vous avez peur de dérives et de dangers, eh bien, créons donc un statut, un diplôme qui encadrera les choses. Et ça, c'est un argument fort, mais qu'ils n'ont pas voulu entendre. Voilà. Alors, depuis 2018, donc, je suis censée faire ça, c'est-à-dire vous dire qu'est-ce qui a avancé, le peu qui a avancé. Donc, c'est vrai que la parution du rapport a fait date, il est toujours utilisé. Moi, on me demande d'en parler régulièrement. Et il y a quand même une organisation, un groupe de travail qui a vraiment, il l'a dit sous sa responsabilité quand il était là. Guillaume souhaite continuer à le tenir et je pense que c'est important que nous continuions à travailler sur le sujet au Sénat parce que c'est quand même un moyen aussi de mettre en lumière ce sujet-là. Parmi les progrès à souligner, si on repart vraiment des grands axes du rapport, il me semble d'abord de mentionner, au niveau, il y avait 5 axes, donc je vais les passer rapidement, je ne vais pas être très longue. Donc concernant l'axe 1 qui parlait de la valorisation d'un patrimoine culturel vivant et naturel, nous avions formulé plusieurs recommandations visant à promouvoir une démarche en faveur de l'inscription des connaissances et savoir-faire liés à ces plantes sur la liste du patrimoine culturel immatériel, de développer également la recherche et les formations en ethnomédecine et en ethnopharmacologie, visant à créer les jardins botaniques éducatifs dans les écoles. Ça peut se faire ponctuellement. Il y a des écoles qui ont décidé d'en créer, mais ce n'est pas généralisé. Depuis 2018, plusieurs savoir-faire et savoirs relatifs à l'usage des plantes ont intégré un inventaire national du patrimoine culturel immatériel français. En 2021, Las Bonas Herbas, usage de la flore et médecine populaire dans les Pyrénées centrales. En 2020, les usages médicinaux et vétérinaires du lin, du chanvre en Bretagne. En 2018, les pratiques de l'herboristerie en Haute-Provence. Et en 2018, les emplois médicinaux du plantain badasson en Haute-Provence occidentale. C'est déjà une chose. Concernant l'axe 2, qui était la structuration de la filière, nous appelions au développement d'une offre de formation spécialisée, à la création d'une interprofession PPAM, au développement des échanges entre producteurs ainsi qu'à une reconnaissance spécifique de la filière. Les échanges, on peut dire qu'ils sont aujourd'hui toujours nourris entre les différentes parties de la filière, donnant lieu à une véritable intelligence collective. Bien sûr que l'organisation de ce colloque en est un bel exemple. À Nyons, nous en avons eu un, je ne sais plus, je pense que c'est à l'automne aussi, un colloque qui était dans ce sens-là. Cela aussi a porté ses fruits, par exemple avec la création de la certification professionnelle de paysans herboristes, dont la formation est assurée dans 2 CFPPA en France, celui de Montmoreau, qui est dans le Jura, et puis un à Nyons, donc dans la Drôme. Concernant l'axe 3, le bilan est plus mitigé parce que c'était la promotion des PPAM comme filière d'excellence au service du développement durable. Donc, Joël en a parlé de développement du bio, label Plante de France, observatoire de la cueillette, recherche sur la durabilité de la filière PPAM. Nous n'avons malheureusement pas vraiment pu obtenir d'avancées au cours des dernières années. Par ailleurs, il faut le reconnaître que l'aval de la filière, la production de PPAM, en particulier lavande et lavandin, connaît de graves difficultés. Avec d'autres collègues, sénateurs, parlementaires, députés, nous essayons de réunir régulièrement les lavandiculteurs pour les accompagner et les soutenir dans leurs demandes auprès de l'État et de l'Europe pour faire en sorte qu'il y ait des évolutions, des outils européens, je pense à la TICPE, à REACH, pour que les distillateurs et les producteurs ne soient pas trop fragilisés. Et nous essayons d'alerter beaucoup aussi sur les difficultés supplémentaires financières pour appeler à un plan d'urgence et de soutien à la filière. Nous avions voté un plan d'aide d'urgence de 10 millions d'euros pour les lavandiculteurs. Et nous alertons en local avec Marie au niveau de la préfecture pour qu'il y ait un plan d'urgence pour un soutien qui soit efficient. Concernant l'axe 4, beaucoup reste à faire aussi pour l'adoption d'un cadre réglementaire adapté que nous appelions de nos vœux par différentes recommandations. Réglementation propre aux huiles essentielles, élaboration d'un guide pratique de vente directe, adaptation des réglementations au caractère artisanal des activités à visée cosmétique, réexamen de la liste des plantes libérées du monopole pharmaceutique.
Donc nous sommes intervenus avec Joël Labbé, Guillaume Contard, Marie Pochon auprès de l'Agence nationale du médicament et des produits de santé en septembre 2023 au sujet de la possibilité d'extension de la liste des plantes médicinales libérées du monopole pharmaceutique. D'habitude, je dis rien n'a bougé. En fait, c'est pas vrai, parce qu'il y a un chantier qui a été engagé visant la révision du décret de libération de 2008, en commençant, et apparemment il y a un travail qui est fait par les plantes, dans le début de ce travail sur les plantes ultramarines. Donc c'est une bonne nouvelle, et je crois que nous aurons l'occasion d'y revenir au cours de cette journée. Et enfin, le dernier axe, l'axe 5, donc il s'agissait du recours complémentaire aux plantes médicinales au sein du système de santé. Alors avec Joël, on avait déposé des amendements au projet de loi de financement de la sécurité sociale successifs pour intégrer des enseignements obligatoires sur les plantes dans les formations initiales en santé, médecins, dentistes, pharmaciens, kinés, sages-femmes. Ils ont été malheureusement toujours rejetés, parce que c'est une question de majorité au sein du Sénat. En tout cas, aujourd'hui est un grand jour, est un moment important. Certains me l'ont dit en aparté, en arrivant. Je crois que c'est le moment d'avancer sur certains sujets. Vous avez un programme extraordinaire. Moi aussi, je félicite toutes nos collaborateurs, collaboratrices, mais aussi toutes celles et ceux qui ont permis que ce colloque ait lieu, qui l'ont travaillé depuis longtemps. Ça fait, je dirais bien, 6 ou 7 mois qu'ils sont sur le sujet. Ça n'a pas été facile, je sais, mais ça va être, comme a été la mission, un moment passionnant. J'espère que vous y prendrez autant de plaisir que ce que nous avons pris de plaisir à faire cette mission et à travailler sur ce sujet depuis. J'espère que nos échanges nous permettront de revenir au cours de la première table ronde sur les différents enjeux liés à cette filière, enjeux agricoles en matière de savoir-faire et de souveraineté, enjeux environnementaux, enjeux sanitaires, enjeux liés à la vitalité économique de nos territoires. Et les tables rondes de l'après-midi, quant à elles, seront consacrées respectivement au sujet décisif de la structuration de la filière de la formation initiale, mais aussi de la définition et des statuts que nous souhaitons conférer à ce métier et l'encadrement juridique de la pratique. Je ne doute pas que nos débats seront riches et instructifs, et ne lâchons rien.